Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des Scientific Day. Dans cet épisode, on va parler particulièrement de l'importance et de l'utilité des seuils lactiques et des seuils ventilatoires pour l'entraînement en endurance. Je vais également vous parler de comment mesurer ces derniers, quelles sont les méthodes qui existent pour mesurer les seuils lactiques et les seuils ventilatoires, et comment est-ce qu'on peut les utiliser sur le terrain et à l'entraînement. Dans un épisode précédent, je vous avais présenté les avantages de l'entraînement polarisé et les bénéfices qu'ils peuvent avoir pour progresser en trail et en course à pied. Comme expliqué dans les épisodes dédiés à l'entraînement polarisé, cette approche se base sur une répartition spécifique du temps de travail en zones 1, 2 et 3, ces trois zones étant déterminées par le seuil lactique 1 et 2 et le seuil ventilatoire 1 et 2 également. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais rentrer plus en détail dans ces seuils ventilatoires et lactiques 1 et 2. Et pour ça, je vais vous présenter ce qu'ils sont, comment les mesurer en laboratoire et sur le terrain. Et je terminerai l'épisode en discutant de si ces seuils sont vraiment des seuils ou non. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je m'appuyais principalement sur des grandes revues de littérature, à savoir celles de Faux et collaborateurs en 2009, de Poul et collaborateurs en 2021 et de Vallier et collaborateurs en 2000. Quand je ferai référence dans l'épisode à d'autres études que ces trois revues, je le mentionnerai spécifiquement, mais en dehors de ça, tous mes propos seront basés sur ces trois revues de littérature spécifiques. Tout d'abord, je vais me permettre une brève introduction. Pourquoi est-ce qu'on parle de seuil lactique et ventilatoire? Dès les premières années des études en physiologie de l'exercice, les chercheurs avaient fait une découverte assez surprenante. Ils avaient remarqué qu'à mesure, dans un exercice, à mesure que l'intensité de l'exercice augmente de manière linéaire, on progresse à travers des paliers, deux phénomènes non linéaires se produisaient. Dans un premier temps, les experts avaient remarqué qu'au fur et à mesure de la montée en intensité à travers l'exercice aérobie, on observait une accumulation d'ions lactate dans le sang. Parallèlement et presque simultanément, les chercheurs avaient observé une augmentation exponentielle des concentrations en CO2 dans l'air expiré. La dernière observation des physiologistes était que au-delà de certaines concentrations en ions lactate dans le sang et de certaines concentrations en CO2 expiré, les personnes qui pratiquaient l'exercice aérobie s'arrêtaient. Cela a amené les chercheurs donc à investiguer plus en détail les évolutions de ces deux marqueurs, à savoir le lactate sanguin et le CO2 dans l'air expiré. Je vous propose dans un premier temps de parler des seuils lactiques 1 et 2, et pour mieux les comprendre, je vais vous parler rapidement de la glycolyse et de la lipolyse. Il faut garder en tête qu'à mesure que l'intensité d'un exercice physique augmente, différents mécanismes physiologiques opèrent. Je vous propose dans un premier temps de parler des seuils lactiques 1 et 2, et pour mieux les comprendre, je vais vous parler rapidement de la glycolyse et de la lipolyse. Il faut garder en tête qu'à mesure que l'intensité d'un exercice physique augmente, différents mécanismes physiologiques opèrent. Il ne se passe pas les mêmes choses à basse intensité qu'à haute intensité. Un des premiers mécanismes importants à considérer pour comprendre ce qu'on va discuter dans la suite de cet épisode, c'est le changement progressif dans le substrat utilisé de manière préférentielle pour produire de l'énergie. En endurance, le métabolisme et l'organisme utilisent deux carburants, les glucides, donc soit le glucose, soit le glycogène, dans sa forme stockée, dans le muscle ou dans le foie, ce qu'on appelle le glycogène hépatique, soit les lipides, c'est-à-dire les graisses. On parle de glycolyse pour définir le processus qui amène le corps à utiliser le glucose et le glycogène pour produire de l'énergie, et on parle de lipolyse pour définir le processus qui amène à utiliser des graisses. Au fur et à mesure que l'intensité d'un exercice en endurance augmente, le métabolisme change progressivement, a une tendance à changer progressivement de carburant préférentiel. À intensité basse, il va plutôt majoritairement utiliser des lipides, pas exclusivement mais majoritairement, donc produire de l'énergie grâce à la lipolyse. Et avec l'augmentation de l'intensité de l'exercice aérobie, ça l'amène progressivement à utiliser de plus en plus de glucides et de moins en moins de lipides. À intensité maximale aérobie, votre métabolisme utilisera majoritairement les glucides, pas uniquement mais majoritairement, donc produira de l'énergie principalement grâce à la glycolyse. Et au milieu des intensités, on retrouve une zone qu'on appelle une zone de crossover où votre corps va utiliser environ équitablement les glucides et les lipides. La revue de littérature de Purdom et collaborateurs en 2018 décrit très bien ce phénomène de changement progressif entre un type de substrat et un autre type de substrat. Le schéma que je vous présente ici représente ce principe de changement dans le substrat utilisé de manière préférentielle. Il est adapté de Purdom et collaborateurs en 2018. En bleu, vous avez la courbe de l'évolution des glucides, du pourcentage de glucides utilisés au cours de l'évolution de l'intensité de l'exercice aérobie. Et en rouge, vous avez le pourcentage des
des lipides utilisés et son évolution au cours également de l'évolution de l'intensité de l'exercice aérobie. Ce qu'on remarque, c'est qu'au plus l'intensité augmente, au plus le pourcentage de lipides utilisés diminue et au plus le pourcentage de glucides utilisés augmente. À une certaine intensité d'exercice, autour des 65-70%, on aurait la zone de croisement, c'est-à-dire l'intensité à laquelle votre corps, votre métabolisme va utiliser autant de glucides que de lipides. On pourrait parler d'un mélange équivalent de carburant. Je précise juste une chose, ce schéma est représentatif, il comporte une petite erreur. Votre métabolisme n'est jamais à 0% d'utilisation des lipides, ni à 0% d'utilisation des glucides. Les deux carburants sont toujours utilisés, simplement leur proportion change en fonction de l'intensité de l'exercice aérobie. Donc voilà pour la glycolyse et la lipolyse. Gardez en tête qu'à mesure que l'intensité augmente, le corps tourne de plus en plus sur la glycolyse et de moins en moins sur la lipolyse. Ça va nous aider à comprendre la suite. La glycolyse est un processus efficace pour produire de l'énergie durant l'exercice aérobie. Cependant, elle libère dans le sang un métabolite appelé l'acide lactique. En réalité, ce terme est inapproprié, c'est pas correct de parler d'acide lactique car dans le métabolisme, l'acide lactique se présente en fait sous une forme dissociée entre d'une part du lactate et d'autre part des ions H+. Donc il n'y a pas vraiment d'acide lactique dans le sang, il y a du lactate et des ions H+. Heureusement pour l'organisme d'ailleurs, car il serait extrêmement dangereux d'avoir réellement de l'acide lactique à l'intérieur du corps. Donc gardez en tête qu'à partir de maintenant, vous pouvez arrêter de parler d'acide lactique, mais vous pouvez parler de lactate ou d'H+. Donc lorsque du glucose et du glycogène musculaire et hépatique sont dégradés pour produire de l'énergie, nécessaire à la contraction musculaire, du lactate est sécrété. Ce lactate est ensuite en partie réutilisé par le métabolisme pour produire à nouveau de l'énergie. Donc le lactate devient une source d'énergie. Et quand l'intensité de l'exercice augmente, de plus en plus de lactate est progressivement sécrété. Cependant, le métabolisme arrive, dans une certaine mesure, encore à utiliser plus de lactate que la glycolyse n'en rejette. Par contre, au-delà de certaines intensités, trop de lactate est sécrété par rapport à ce que votre physiologie est capable d'utiliser à un moment donné. On parle de seuil lactique 1 et 2 pour caractériser ces deux moments physiologiques théoriquement. D'une part, l'augmentation de la sécrétion du lactate, et d'autre part, son augmentation au-delà d'un seuil que le corps est capable d'utiliser. Donc avec toutes ces connaissances en main concernant la glycolyse et la production de lactate, les chercheurs ont pu s'intéresser à ce qu'on appelle la cinétique du lactate sanguin, c'est-à-dire comment est-ce que le lactate sanguin évolue durant un effort aérobie. Classiquement, quand on s'intéresse à l'évolution de la lactatémie, on considère, au cours de l'effort, on distingue trois zones, trois moments. La première, c'est celle qu'on va appeler sous le seuil aérobie. Donc c'est ce qu'on appelle la zone 1, Z1, quand on parle par exemple dans une approche polarisée, on parle de Z1. Elle est souvent appelée sous SL1, seuil lactique 1, sous le seuil aérobie. Elle correspond, cette zone, à des intensités d'exercice aérobie où la concentration de lactate sanguin est stable. Elle évolue peu, voire pas. C'est un plateau. Et à l'origine, il était pensé que ce plateau, cette stabilité, était due à une absence de production de lactate. Désormais, on sait que cette explication est fausse. Quelle que soit l'intensité de l'exercice, il y a production de lactate. Seulement, la lactatémie est stable à intensité basse car le débit de production du lactate est inférieur à son débit d'utilisation, à ce que le corps est capable d'utiliser en termes de quantité de lactate pour produire de l'énergie. D'ailleurs, cette quantité, je le précise maintenant, elle est améliorable avec l'entraînement. Donc, comme le corps est capable d'en utiliser bien plus qu'il n'en produit, on a une lactatémie sanguine stable. La deuxième zone qui va nous intéresser est celle qui se situe entre le seuil aérobie et le seuil anaérobie, c'est-à-dire entre le seuil lactique 1 et le seuil lactique 2. Cette deuxième zone, Z2, zone 2, est aussi souvent appelée au-dessus de SL1, en dessous de SL2, donc au-dessus du seuil lactique 1, en dessous du 2, au-dessus du seuil aérobie ou encore sous le seuil anaérobie. Cette zone renvoie à des intensités d'exercice aérobie où la lactatémie augmente visuellement sur un graphique légèrement et de manière linéaire, de manière constante. À cause de l'augmentation de l'intensité de l'exercice aérobie en endurance, de plus en plus de glucides sont utilisés pour produire de l'énergie. À cause de ce changement de substrat, le taux de production des ions lactate augmente et dépasse graduellement celui de son utilisation. En plus, le métabolisme aérobie, c'est-à-dire la glycolyse et la lipolyse, donc l'utilisation de l'oxygène pour produire de l'énergie, commence progressivement à ne plus suffire. Et alors, dans cette zone 2, les processus anaérobies, c'est-à-dire ceux qui ne dépendent pas des mécanismes aérobies de l'oxygène pour produire de l'énergie, la glycolyse et la lipolyse, les processus anaérobies se mettent en route de manière plus marquée pour aider ceux aérobies. Les processus anaérobies et aérobies sont toujours en action, simplement la contribution de chacun, par exemple la contribution des processus anaérobies augmente
dans cette zone 2. Ça ne veut pas dire qu'en zone 1, vous n'en avez pas du tout. Ça veut dire qu'elle sera plus marquée, que cette contribution sera plus marquée dans la zone 2. Donc voilà pour la zone 2. Voilà ce qui se passe dans la zone 2. On a cette augmentation linéaire de la concentration en lactate sanguin à cause de différents mécanismes physiologiques qu'on a discutés. Et la dernière qui va nous intéresser, c'est au-dessus du seuil anaérobie, c'est-à-dire au-dessus de SL2. Donc cette troisième zone, qui est appelée Z3 ou zone 3, est aussi appelée au-dessus du seuil anaérobie ou au-dessus du SL2, au-dessus du seuil lactique 2. Elle correspond à un moment où la concentration en lactate sanguin augmente brutalement et de manière exponentielle. Le taux de production des ions lactate dépasse largement celui de son utilisation, puisque le corps est capable d'utiliser à un moment donné. Et alors, les processus anaérobies contribuent encore plus à la production d'énergie, mais au niveau aérobie, la glycolyse est largement le substrat principal, et largement la filière de production d'énergie principale. Seulement, comme on l'a dit, la glycolyse tournant à ce moment-là à plein régime, elle va libérer énormément d'ions lactate, beaucoup plus que ce que le corps est capable d'utiliser. Les deux schémas que je vous fais apparaître à l'écran représentent visuellement ce que je viens de vous expliquer. Ils représentent tous les deux la même chose, c'est-à-dire l'évolution de la lactatémie en millimoles par litre de sang au cours de l'évolution de l'intensité d'un exercice, ici mesuré en watts. Et ce qu'on peut observer, c'est que dans les deux graphiques, on voit en dessous, dans la zone 1, la partie plutôt à gauche des schémas, donc sous le seuil lactique 1, sous le seuil aérobie, on voit que la lactatémie a une tendance à ne pas évoluer, à rester stable alors que l'intensité de l'exercice augmente. On a ensuite un moment démarqué par le SL1 qui est le début entre guillemets de la zone 2, c'est-à-dire au-dessus du seuil lactique 1 mais en dessous du seuil lactique 2, sous le seuil anaérobie. On remarque que dans cette zone, la lactatémie n'est plus stable et plate mais augmente de manière linéaire. Et on a une dernière zone, encore une fois à mesure que l'intensité augmente, qu'on appelle zone 3, au-dessus du seuil lactique 2, au-dessus du seuil qu'on appelle anaérobie. Et là, on voit qu'il y a une rupture brutale des pentes et la lactatémie n'augmente plus de manière linéaire, mais d'un seul coup suit une augmentation exponentielle. Donc là, vous savez tout pour les seuils lactiques 1 et les seuils lactiques 2. Le seuil lactique 1, ça va être le moment où la concentration de lactate sanguin, la lactatémie, sort d'un état stable et augmente de manière linéaire et continue. Et le seuil lactique 2, ça va être un moment où c'est plus une augmentation de la concentration sanguine en ion lactate continue, linéaire, progressive, mais une augmentation brutale et exponentielle. Ces deux moments, ces deux ruptures de pente sont appelés seuil lactique 1 et seuil lactique 2. En dessous du seuil lactique 1, on est en zone 1, au-dessus du seuil lactique 1 et en dessous du 2, on est en zone 2, et au-dessus du seuil lactique 2, on est en zone 3. Maintenant, je vous propose qu'on s'intéresse aux seuils ventilatoires 1 et 2. Vous allez voir qu'il y a pas mal de parallèles à faire entre le fonctionnement des seuils lactiques et celui des fonctionnements des seuils ventilatoires. En observant comment évolue la ventilation, le débit ventilatoire durant un effort aérobie à intensité croissante constante, les physiologistes ont observé un phénomène similaire à celui qu'on a observé et discuté juste avant pour la lactatémie. Durant un exercice en endurance, à mesure que l'intensité augmente, le débit ventilatoire augmente également. La cinétique du débit ventilatoire a également deux moments de cassure de pente. La première, ça va être le seuil ventilatoire 1. Dans un premier temps, à mesure que l'intensité de l'exercice augmente de manière continue et progressive, en observant une courbe représentant l'évolution du débit ventilatoire, il est possible de remarquer une première cassure. Donc celle-ci représente une première augmentation notable et linéaire du débit ventilatoire. Comme je vous l'ai dit précédemment, la glycolyse engendre deux métabolites, sécrète deux métabolites, les ions lactate dont on a parlé juste avant, et des ions H+. Donc parallèlement à l'augmentation du lactate sanguin, on a également une augmentation des ions H+ circulants. Pour éliminer ces derniers, ces ions H+, le métabolisme les tamponne entre guillemets avec du bicarbonate. Cette réaction engendre une augmentation de la concentration en CO2, en dioxyde de carbone. Notre ventilation est alors stimulée pour évacuer ce dioxyde de carbone. Donc ça, c'était pour le seuil ventilatoire 1. Maintenant pour le numéro 2. Encore plus tard dans l'exercice, l'intensité continuant d'augmenter, l'intensité de l'effort continuant d'augmenter, le débit ventilatoire va lui aussi croître. Sur une courbe représentant la cinétique de ce débit ventilatoire, on peut observer à un moment donné une seconde cassure, marquant non plus une augmentation linéaire mais exponentielle du débit ventilatoire. Donc une augmentation brutale de ce dernier et avec une tendance exponentielle. Alors il y a plusieurs observations qui expliquent ce phénomène. Un d'entre eux, mais pas le seul, c'est encore une fois l'augmentation de la contribution de la glycolyse à la production
d'énergie, le fait que la glycolyse aide encore plus à produire de l'énergie. Alors encore plus d'ions H+ sont libérés, donc encore plus de CO2 est produit et le débit ventilatoire augmente pour favoriser son élimination et lutter contre une forme d'acidose dans l'organisme. Il y a également les évolutions des catécholamines, des ions ammonium ou encore du potassium qui joueraient un rôle dans l'augmentation du débit ventilatoire, donc gardez juste en tête que c'est pas uniquement à cause des ions H+. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que le débit ventilatoire augmente au cours de l'exercice aérobie, croissant, incrémental, qui lui aussi monte en intensité, et qu'on observe exactement comme pour la lactatémie, deux cassures, un moment où il y a une augmentation linéaire marquée, et un moment où il y a une augmentation non plus linéaire, mais exponentielle, brutale. Quand on fait ce parallèle entre l'évolution de la concentration en lactate sanguin à l'exercice et l'évolution de la ventilation, du débit ventilatoire, on pourrait se demander si ces deux phénomènes ne sont pas liés ou est-ce qu'ils sont interdépendants. En effet, la cinétique de la lactatémie ressemble à celle du débit ventilatoire, c'est-à-dire qu'on a une augmentation progressive et linéaire d'abord, avec deux simulacres de points de rupture, puis une augmentation exponentielle. Il y a donc des chercheurs qui se sont posé cette question, la question des relations entre ce qui a été appelé les seuils lactiques et les seuils ventilatoires. Les études sur le sujet ne sont pas des plus récentes, c'est des questions qui ont été investiguées il y a quelques années, mais la réponse semble être positive à travers toute la littérature. En effet, il semblerait que les seuils lactiques soient corrélés aux seuils ventilatoires et que chacun de ces seuils soit dépassé, soit atteint à des intensités proches et similaires. Anderson et al. En 2017 notaient une corrélation entre ces deux seuils, entre 0,95 et 0,82, chez des hommes en bonne santé, et de même chez des adultes en bonne santé également. Gaskill et collaborateurs en 2000 ont eux aussi identifié des corrélations entre ces deux marqueurs, entre ces deux seuils, allant de 0,95 à 0,98. D'autres études encore plus anciennes avaient noté des corrélations similaires entre 0,82 et 0,90. Une corrélation allant de 0 à 1, les valeurs que je viens de mentionner sont élevées, voire maximales. Elles suggèrent donc une co-occurrence forte des phénomènes, du seuil ventilatoire et du seuil lactique, de l'apparition, du dépassement en tout cas de ces seuils, de ces ruptures brutales et de ces augmentations linéaires. Alors je précise tout de même et de manière importante que ces deux phénomènes ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce qu'ils sont corrélés qu'ils sont pareils, ils ne sont pas directement liés, ils ne sont pas les mêmes processus, simplement les seuils lactiques et les seuils ventilatoires, ces ruptures brutales ou linéaires semblent se manifester à des moments métaboliques proches. Maintenant qu'on sait ce que sont ces seuils lactiques et ventilatoires, on peut se poser la question de comment les mesurer. Il existe à ce jour de nombreuses méthodes qui ont été proposées permettant d'estimer avec plus ou moins de précision nos seuils lactiques et nos seuils ventilatoires. Je vous propose dans cet épisode de discuter de trois méthodes de mesure. La première, ça va être de déterminer ces seuils de manière visuelle. La plupart du temps, la détermination des seuils lactiques et des seuils ventilatoires est malheureusement réalisée à travers des méthodes visuelles. Les physiologistes qui vous font passer les tests vont observer sur une courbe d'évolution du lactate sanguin ou du débit ventilatoire au cours d'un exercice en aérobie à intensité croissante progressive, réalisée du coup en labo. Ils vont regarder vos courbes et de là, ils vont chercher à identifier ces zones qu'on a discutées de rupture de pente, qui sont plus ou moins marquées selon les individus. Pour les seuils lactiques, les personnes qui réalisent les analyses vont tout d'abord chercher à identifier le moment où la lactatémie sort de son état stable et commence à augmenter de manière linéaire, c'est ce qu'on va appeler le seuil lactique 1. Et ensuite, ces expérimentateurs vont chercher à identifier plus tard sur cette même courbe un point d'augmentation non linéaire et brutale avec une tendance exponentielle. Généralement, on considère que pour que l'estimation visuelle des seuils lactiques soit robuste, elle devrait être réalisée par 3 personnes différentes qui va placer les seuils lactiques et ventilatoires et ils vont regarder à quel point c'est cohérent, c'est concordant. En moyenne, chez la plupart des gens, le premier seuil lactique est régulièrement proche d'une concentration en lactate sanguin autour de 2 millimoles par litre de sang. Et pour le seuil lactique 2, il arrive souvent en moyenne à des valeurs avoisinant les 4 millimoles par litre de sang. Cependant, ces valeurs sont des valeurs imprécises qui dépendent d'énormément de facteurs, à commencer par l'entraînement. Et 2 personnes différentes n'auront pas les seuils lactiques 1 et 2 aux mêmes concentrations. Pour les seuils ventilatoires, les expérimentateurs vont observer les cinétiques du débit ventilatoire divisé par le volume d'oxygène consommé, c'est ce qu'on appelle VE divisé par VO2, ou alors du débit ventilatoire divisé par le volume de dioxyde de carbone rejeté, c'est ce qu'on appelle VE divisé par VCO2. Les physiologistes qui vous font passer les tests vont s'intéresser à ces deux courbes, à ces deux évolutions. Il y a des auteurs qui avaient proposé à un moment dans la littérature de conduire l'analyse visuelle de VCO2 divisé par O2, c'est-à-dire du volume de dioxyde rejeté divisé par le volume d'oxygène
consommés, mais des études ont montré que cette méthode était moins robuste. Exactement pareil que pour la lactatémie, on considère que pour que l'estimation visuelle des seuils respiratoires soit valable, elle devrait être elle aussi réalisée par 3 personnes différentes. Les seuils sont ensuite comparés et on essaye de voir si on arrive au même seuil ou pas. Une autre approche qui va être possible, c'est de déterminer ces seuils avec des algorithmes. Donc des méthodes de calcul qui considèrent différentes données. À la base, c'était pour dépasser la méthode visuelle que l'estimation des seuils lactiques et ventilatoires par des auteurs ont été proposées à travers des algorithmes. C'est d'ailleurs par algorithme que certaines montres cardio GPS, comme par exemple des Garmin, vous estiment vos seuils lactiques 1 et 2. Malheureusement, d'après la littérature, aucun des algorithmes publiés ne semble à ce jour particulièrement robuste ou assez robuste pour être réellement utilisé. Beaucoup de ces algorithmes semblent dépendants du contexte de réalisation du test et de la population chez qui on réalise ces tests. Par exemple, en 2021, Pool et Hall, dans leur revue de littérature, recensaient plus de 25 algorithmes publiés dans des études, des 25 algorithmes différents, et ils aboutissaient tous ces algorithmes à des valeurs différentes pour, néanmoins, des mêmes personnes mesurées au même moment. De plus, parmi ces 25 algorithmes, 15 démontraient une forte dépendance au protocole de réalisation du test et aux éléments, aux marqueurs considérés pour réaliser les calculs et les estimations. Donc la méthode par algorithme a doucement été mise de côté et est de moins en moins ou est rarement utilisée. Une dernière méthode qui peut être utilisée pour déterminer ces seuils ventilatoires et lactiques 1 et 2, ça va être basé sur des sensations. Et vous allez vite comprendre pourquoi moi j'aime bien cette approche. Les deux méthodes, visuelles et par algorithme, que j'ai discutées précédemment, sont intéressantes et certainement les plus fiables à ce jour, surtout celles visuelles. Cependant, elles ont un défaut majeur. Elles demandent toutes de réaliser un test en laboratoire ou sur le terrain, mais dans tous les cas, avec certains appareils de mesure qui peuvent être contraignants ou alors qu'on peut juste ne pas posséder. Pour dépasser cette limite, des auteurs ont proposé des méthodes pour estimer les seuils ventilatoires et lactiques sur le terrain sans aucun outil de mesure. La seule chose qui va importer, c'est les sensations. Et la méthode du genre la plus connue, c'est le talk test. L'avantage du talk test, c'est qu'il ne nécessite aucun équipement, seulement votre voix, votre souffle et votre estimation subjective de votre aisance à parler. Ce talk test se base sur l'idée qu'en dessous du seuil ventilatoire 1, il est aisé de parler, de chanter ou encore de réciter un certain nombre de chiffres d'affilée. Au-dessus de ce seuil ventilatoire 1, il serait plus difficile de parler, et encore au-dessus du seuil ventilatoire 2 cette fois, il est presque impossible de parler. Ça, c'est le postulat du talk test. Donc ce talk test divise les intensités en 3 zones, ce qui nous arrange bien par exemple dans une approche polarisée, zone 1, 2 et 3. Et le talk test divise ces zones selon la capacité de l'athlète à parler, évaluée sur une échelle allant de 5, très facile de parler, à -5, très difficile de parler, que l'athlète va auto-rapporter durant l'effort. À intensité basse, la personne est censée pouvoir formuler plusieurs phrases d'affilée sans reprendre sa respiration de manière notable, par exemple de manière bruyante. Cette zone est aussi appelée stade positif dans les études ayant utilisé le talk test. Et les athlètes y évaluent dans cette zone-là leur capacité à parler comme facile. Ils et elles se situeraient alors en dessous du seuil ventilatoire 1, quand il est facile de parler. À intensité modérée, la personne est censée pouvoir parler par phrases saccadées, séparées chacune par une respiration remarquable et audible. Donc généralement, l'individu peut prononcer une phrase. Cette zone est aussi appelée stade équivoque dans les études ayant utilisé le talk test, et les athlètes y évaluent leur capacité à parler comme peu facile ou un peu difficile. Ils et elles se situeraient alors en dessous du seuil ventilatoire 2, mais au-dessus du seuil ventilatoire 1, avec une capacité à prononcer une phrase, mais pas plus. Et enfin, à intensité élevée, l'individu est capable de formuler 1 ou 2 mots, n'est pas capable de parler, aucune phrase ne peut être prononcée, seulement 1 ou 2 mots, mais difficilement. Et cette zone est aussi appelée stade négatif dans les études sur le talk test. Les athlètes y évaluent leur capacité à parler comme très difficile, et ils et elles se situeraient alors au-dessus du seuil ventilatoire 2. Donc pour résumer le talk test, vous êtes en zone 1 quand vous êtes capable en théorie de prononcer plusieurs phrases d'affilée en aisance. Vous êtes en zone 2 quand vous êtes capable de prononcer une phrase, puis vous êtes obligé de reprendre votre respiration de manière remarquée, votre façon de parler est saccadée. Et vous êtes en zone 3 lorsque vous n'êtes pas du tout capable de prononcer une phrase et vous ne pouvez prononcer que 1 ou 2 mots avec difficulté. Quand le talk test est apparu, la question qui s'est posée, c'est est-ce que ce test est fiable? Est-ce que cette approche est fiable? La revue de littérature de Reed et Pipe, publiée en 2014, et celle de Bocal en 2022, ont résumé toutes les deux plusieurs études ayant testé la fiabilité de cette méthode pour estimer ces seuils ventilatoires 1 et 2. Leur conclusion souligne que, bien qu'imparfaite, cette méthode est bien assez fiable et robuste pour être utilisée en contexte réel sur le terrain. Dans la plupart des expérimentations conduites sur le sujet, les résultats ont montré que le dépassement des seuils
lactiques et des seuils ventilatoires 1 et 2 était concomitant avec l'apparition des premières difficultés pour enchaîner plusieurs phrases confortablement, avec aisance, puis avec l'incapacité totale à faire des phrases et la capacité à prononcer uniquement certains mots. Avec 2 revues de littérature qui concluent toutes les 2 dans la même direction, il me semble donc utiliser ce talk test au moins sur nous pour contrôler et vérifier l'intensité de notre entraînement sur le terrain en contexte réel est une pratique utile. En tout cas que moi j'utilise et que je recommande aux athlètes que j'entraîne d'utiliser. Le schéma que je vous fais apparaître à l'écran est adapté de la revue de littérature de Bock et collaborateurs publié en 2022. Il résume les différents stades du talk test avec le stade positif où vous avez une capacité à formuler plusieurs phrases en aisance. Vous êtes censé évaluer votre perception de la facilité à parler entre 5 et 3 et la perception de l'effort est censée se situer entre 6 et 10 sur une échelle allant de 6 à 20. Et donc là, vous seriez en dessous du seuil ventilatoire 1. Ensuite, on a le stade qu'on appelle le stade équivoque, où vous avez uniquement la capacité à formuler une phrase maximum avant de reprendre votre respiration. Dans cette zone, vous êtes censé évaluer votre perception de la facilité à parler entre 1 et -1. Et sur une échelle de Borg de perception de l'effort, c'est censé se situer entre 11 et 14. Donc là, vous seriez entre le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2. Et enfin, on a le dernier stade au-dessus du seuil ventilatoire 2, qu'on appelle le stade négatif. Vous avez uniquement la capacité à prononcer 1 ou 2 mots maximum. Votre perception de la facilité à parler est évaluée entre -3 et -5. Et la perception de l'effort se situe au-dessus de 14, donc autour de 15, 16, 17, voire même jusqu'à 20. La dernière question à laquelle j'aimerais répondre dans cet épisode, c'est est-ce que ces seuils lactiques ventilatoires sont un concept en physiologie fiable? Ma réponse va être tranchée et immédiatement non. Je me permets de la donner immédiatement. Énormément de discussions, de controverses et de débats entourent ces seuils, ainsi que des imprécisions, et ce qui fait que les seuils lactiques et les seuils ventilatoires 1 et 2, ainsi que les zones 1, 2 et 3 qui les entourent, ne sont pas apparemment une science exacte aujourd'hui. Tout d'abord, on a un manque de certitude autour des seuils lactiques, pour commencer. Les mécanismes à l'origine de ces ruptures, de ces changements dans l'évolution des construits d'intérêt ne sont pas encore bien connus. On ne sait pas trop pourquoi ça se passe. Pour le lactate, par exemple, l'hypothèse de la dette en oxygène qui était avant avancée a été en partie rejetée. Pouléal l'explique dans leur revue de littérature en 2021. D'autres hypothèses sont en cours d'investigation sans aujourd'hui, à ma connaissance, de réponse consensuelle. Et de même, souvent considéré comme un déchet prédicteur de l'arrêt de l'exercice, des travaux ont montré qu'en fait le lactate était un substrat énergétique majeur, parfois préféré par le métabolisme, et un précurseur crucial de la néoglucogénèse, c'est-à-dire la formation de glucose à partir de métabolites qui ne sont pas glucidiques comme le pyruvate ou des acides aminés. Donc ce lactate, qui était avant considéré comme un déchet, en fait on s'est rendu compte qu'on avait tort. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que les évolutions entre le lactate sanguin et le musculaire sont très différentes. Le lactate musculaire évolue en permanence de manière linéaire, sans rupture exponentielle. Alors que le lactate sanguin, on l'a dit, suivrait une augmentation progressivement exponentielle avec des points de rupture. Les causes de ces différences entre ce qui se passe au niveau sanguin et musculaire semblent elles aussi peu connues et ça questionne, à mon sens, la pertinence d'une vision des zones d'intensité divisées en fonction de la cinétique du lactate sanguin uniquement et pas du musculaire. Donc bref, tout ça, ça fait du bruit qui fait que ces zones peuvent être prises avec précaution. Maintenant, concernant les zones elles-mêmes, pour moi c'est pareil. Ces zones, à savoir sous le seuil lactique 1 et le seuil ventilatoire 1 et sous le seuil lactique 2 et ventilatoire 2, ou au-dessus du seuil lactique 2 et ventilatoire 2, sont également à prendre avec précaution. Déjà, la notion de seuil sous-entend qu'en dessous du seuil, certains phénomènes physiologiques ont lieu, et au-dessus de ce seuil, des mécanismes différents prennent place. Et bien que cette idée ne soit pas complètement fausse, les transitions entre les zones de travail, par exemple 1 et 2, ne sont pas si marquées. C'est pas des changements brutaux entre ce qui se passe en zone 1 et ce qui se passe en zone 2. Une métaphore que moi j'apprécie particulièrement pour imager cela, c'est celle de l'arc-en-ciel. Si les couleurs d'un arc-en-ciel sont nettement visibles et distinguables, discernables, les zones de transition entre une couleur et une autre sont moins nettes. Par exemple, il est très facile de remarquer sur un arc-en-ciel où est le jaune et où est le orange. Cependant, il est beaucoup plus compliqué de pointer avec précision
l'endroit où le jaune transitionne vers du orange. En physiologie, il semblerait que ce soit pareil. Les zones 1 et 2 sont par exemple identifiables. On sait bien quand est-ce que c'est ce qui se passe en zone 1 et ce qui se passe en zone 2. Mais le passage d'une zone 1 aux zone 2 peut être flou et ne peut ne pas se faire au BPM près. N'est pas aussi précis, n'est pas aussi marqué, délimité que le laisse entendre le seuil, par exemple ventilatoire 1 et 2 ou le seuil lactique 1 et 2. Aussi, mon conseil, si je peux en donner un, c'est de ne jamais vous fier à 100% à ces seuils, ni à la puissance ou la fréquence cardiaque associée au seuil lactique ventilatoire 1, lactique ventilatoire 2, même si vous avez mesuré ces derniers en laboratoire. Si votre objectif, c'est par exemple de vous entraîner en zone 1 et que vous savez que votre seuil ventilatoire, par exemple, se situe à 140 BPM, visez plutôt 130 BPM que 139, c'est-à-dire le milieu de la zone 1 plutôt que le haut de la zone 1, au risque d'être plus proche des adaptations physiologiques de la zone 2 que de celle de la zone 1. Les mécanismes physio de la zone 2 vont commencer légèrement avant votre seuil, contrairement à ce que l'idée de seuil laisse entendre. C'est le message que je voudrais que vous reteniez. En conclusion de cette première partie sur les seuils lactiques, les seuils ventilatoires, comment les mesurer, comment les utiliser et leur fiabilité. Les seuils lactiques et ventilatoires semblent être de grandes fenêtres délimitant approximativement des zones où les mécanismes physiologiques en jeu diffèrent. De même, le temps passé en dessous ou au-dessus de certains de ces seuils modulera les adaptations qui découleront de votre entraînement. Les seuils lactiques et ventilatoires 1 et 2 sont progressivement dépassés à mesure que l'intensité d'un exercice aérobie en endurance augmente. Concernant le seuil lactique 1, il représenterait un moment physiologique où la lactatémie sort d'un état stable et augmente progressivement de manière linéaire. Le seuil lactique 2 serait lui un moment où la concentration en lactate sanguin augmenterait brutalement et de manière exponentielle. De manière similaire et comparable, le seuil ventilatoire 1 est caractérisé par une augmentation linéaire du débit ventilatoire et le seuil ventilatoire 2 est lui caractérisé par une augmentation exponentielle du débit ventilatoire. Ces deux seuils sont engendrés par des mécanismes différents. Ils semblent néanmoins fortement corrélés et co-occurrents. Ici, je vous fais apparaître le dernier schéma que je voulais vous présenter dans cet épisode. Alors, je suis désolé, il n'est pas super lisible, mais c'est le schéma qui a été publié par les auteurs. Je l'ai un petit peu modifié pour le rendre plus lisible, mais je ne pouvais pas le modifier plus que ça. Ce schéma est adapté de l'étude de Holman publiée en 2011. Et comme vous pouvez le voir en abscisse, on a la performance, c'est-à-dire l'augmentation de l'intensité de l'exercice. Ce qu'on observe, ce que je voulais vous faire remarquer, j'ai juste mis des codes couleurs. Ce qui est en violet, ça représente l'évolution du lactate sanguin, le lactate artériel et le lactate veineux. Donc à E2, il représente le lactate sanguin. On voit que les deux suivent exactement la même courbe. Et en turquoise, on a des marqueurs qui caractérisent le débit ventilatoire. C'est des marqueurs du débit ventilatoire. On s'en moque un petit peu de qu'est-ce qu'ils sont, ces marqueurs. Tout ce qu'on peut remarquer, moi qui m'intéresse, c'est que si vous regardez l'évolution du lactate, on voit bien que d'abord c'est stable, puis ça augmente de manière linéaire, puis ça augmente de manière exponentielle. Et on remarque à peu près la même chose sur le seuil ventilatoire. Ça augmente d'abord doucement, modérément. L'augmentation du débit ventilatoire est moindre, puis elle augmente plus fortement, puis elle augmente de manière exponentielle. Donc les deux courbes, l'augmentation de la lactatémie sanguine et l'augmentation du débit ventilatoire sont assez comparables. Même si ces phénomènes ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas liés, ce ne sont pas les mêmes choses. Ils sont co-occurrents, on peut voir qu'ils se comportent de la même façon à mesure que l'intensité de l'exercice augmente. Concernant les mesures et les utilisations, pour mesurer ces seuils, un test en laboratoire avec une équipe sérieuse sera certainement le meilleur moyen, le plus fiable. Sur le terrain et sans matériel, le talk test vous permet d'estimer votre capacité à parler à l'effort et serait corrélé à ces seuils. Si vous souhaitez travailler en zone 1, vous devriez pouvoir prononcer plusieurs phrases d'affilée avec aisance. En zone 2, il devrait vous être possible de parler phrase par phrase de manière saccadée en reprenant nettement votre respiration entre chacune des phrases. Et enfin, dans la zone 3, vous ne devriez pas être capable de prononcer plus qu'un mot ou deux. Pour conclure, gardez en tête que ces seuils sont aujourd'hui et depuis leur apparition très débattus. Les mécanismes à leur origine sont méconnus et plusieurs hypothèses sont explorées actuellement. De plus, ces seuils ne semblent pas marquer de changements brutaux dans les mécanismes physiologiques en action. Pour travailler dans une zone, ciblez plutôt le milieu de celle-ci plutôt que la frontière avec la suivante, au risque de ne pas stresser votre métabolisme comme désiré et de ne pas générer les adaptations que vous souhaitiez. Voilà, c'est tout pour la première partie de cet épisode. Je vous propose maintenant de passer directement à la deuxième partie avec mon échange avec Frédéric Sabater-Pastor, chercheur en sciences du sport récemment diplômé
Thomé est expert dans ces notions de seuil lactique et ventilatoire qui va nous apporter son expertise sur cette thématique. Salut Frédéric, je te remercie énormément d'accorder du temps au podcast Courir Mieux. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Merci Cyril pour m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots aux auditeurs qui ne te connaissent pas? Donc, je suis Frédéric Sabater-Pastor et comme vous verrez avec mon accent, et je suis espagnol, donc si j'ai dit des conneries, c'est sûr. Mon français, c'est pas moi mes connaissances scientifiques, c'est que mon français n'est pas parfait. Mes connaissances scientifiques sont pas parfaites non plus, mais j'essaie. Et donc, j'ai fait mon doctorat et les sujets de mon doctorat étaient la fatigue et en course à pied, surtout dans les trails. On a fait beaucoup de choses avec l'ultra, l'UTMB, tout ça. Et j'ai fait mon doctorat avec prof Guillaume Millet à l'université Saint-Étienne. Après ça, j'ai parti pendant 1 an à l'université de Perpignan. Bon, j'étais à Font-Romeu. Et depuis ce temps, j'ai encore un peu de travail scientifique, mais j'ai fait surtout plus de travail appliqué en entraînement entraînements pour sportifs, surtout pour trailers et tout ça. Et je travaille pour une entreprise américaine aussi qui s'appelle Carmichael Training Systems. Et avec eux, donc, j'ai fait des entraînements pour eux. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. On a reçu ton directeur de thèse, Guillaume Millet, il y a quelques temps dans un épisode qui était dédié à quand reprendre après un trail. Donc, si jamais les auditeurs, ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder cet épisode. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler des seuils ventilatoires, des seuils lactiques et de comment les utiliser et comment les mesurer, etc. Et la première question que j'aimerais te poser, Frédéric, c'est est-ce que ces fameux seuils lactiques et ventilatoires, est-ce qu'ils existent? Ça, c'est une question intéressante parce qu'il y a un peu de philosophie là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il existe, non? Donc, si on prend la définition de seuil, et je prends la définition de threshold en anglais parce que au cas où il y a un peu de différence en français, mais un threshold, un seuil, à mon avis, c'est une chose que quand tu le dépasses, il y a quelque chose qui est différent. Par exemple, si tu dépasses, tu es à un côté où tu es dedans et tu es dehors, par exemple, non? Et donc, il y a une chose qui est différente. Est-ce que ça se passe? Oui, ça se passe. La question là, est-ce que ça, c'est vraiment un point? Donc, il y avait une chose que tu disais dans l'article. Est-ce qu'il y a à 139 BPM, on est à un point et à 140, on a changé ou pas? Est-ce que ça, c'est fixe, une chose fixe, que c'est toujours 139 à 140 et quand on les dépasse, ça se passe comme ça? Non, la physiologie, elle est pas assez claire. Il n'y a pas un point. C'est plutôt, c'est pas si dire une zone parce que je vais pas mettre la confusion avec les zones d'entraînement, mais il y a une ère de transition dans laquelle on passe d'une chose à l'autre. Quand même, c'est vrai qu'on trouve, par exemple, il y a un papier que je peux t'envoyer, peut-être tu peux envoyer après les écouteurs ces papiers-là. Par exemple, on avait fait et on avait du monde qui faisait une séance à 70% de premier seuil ventilatoire, à 90% et après à 110%. Et il y avait plus de fatigue entre 70% et 90%. Mais après, si on augmente encore des 20% de plus jusqu'à 110%, on va croiser les seuils-là, mais les changements-là, il sera disproportionné des fatigues. Donc, il y a plus de fatigue, mais il n'y a pas une fatigue équivalente à l'augmentation de la charge. Il y a une fatigue beaucoup plus grande parce qu'on a dépassé là et il y a quelque chose qui va changer. Donc, je dirais oui, il existe, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait s'interpréter que c'est une ligne au sol, que le moment où on croise la ligne, c'est complètement différent. Du coup, si je comprends bien, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu es plutôt d'accord avec ce que j'ai écrit dans l'article, la métaphore de l'arc-en-ciel, où on voit exactement. quand est-ce que c'est jaune, on voit quand est-ce que c'est orange, mais la transition de jaune à orange, elle est floue et c'est, comme tu le dis, une ère de passage de l'un à l'autre. Et en fait, du coup, tu es d'accord avec moi, si on veut travailler en zone 1, il vaut mieux être au milieu de la couleur jaune, par exemple, que à la limite, parce qu'on est déjà dans ce qui se passe un peu au-dessus. C'est ça? Oui. Là, il y a la question parce que quand j'ai vu ça là, je pense que si on prend les modèles de 3 zones, pour la zone 2, c'est très clair, non? Que c'est où est-ce qu'on veut travailler. Mais parce qu'avec la zone 1, si on pense dans ce moment-là, quand on est au repos, on est aussi en zone 1. Non, donc, qu'est-ce que ça veut dire au milieu? Donc, au lieu d'être au milieu, mais ça veut dire, oui, avec une marche pour éviter l'erreur, parce qu'il y a les dangers de passer à zone 2 quand tu veux être en zone 1. Ouais, ça me fait penser à une question que j'avais pas prévu de te poser, mais donc si tu veux, on peut faire, c'est une mini parenthèse, on peut faire brève.
Est-ce qu'il y a un minimum, et j'imagine que la réponse est oui, est-ce qu'il y a, comme tu viens de le dire, la zone 1, elle commence très bas. Là, de suite, je suis assis, toi aussi, on est en zone 1, globalement. Est-ce qu'il y a un minimum en bas de la zone 1 où on a les premières adaptations? Et si oui, comment est-ce qu'on peut estimer ce minimum-là? Puisque, bah, comme tu viens de le dire, le début de la zone 2 et de la zone 3, on peut les remarquer facilement. Le début de la zone 1, c'est peut-être un peu compliqué. Est-ce que tu as un truc à nous dire là-dessus? C'est une très bonne question. C'est une question aussi un peu philosophique là, parce que là, et donc la réponse est nécessairement oui, parce que si on a quelqu'un qui dort, il est en son 1, parce que la définition de son 1 c'est plus basse des deux premières séries, non? Donc s'il y a quelqu'un qui est en train de dormir, et il aura pas ces adaptations. Non, s'il est au canapé en train de regarder Netflix, et il va pas améliorer. Donc c'est nécessaire qu'il y aura un point à partir duquel on a des adaptations. La question c'est quoi ces points? Est-ce qu'on peut l'estimer? On n'a pas une bonne réponse pour ça. Je pense que cette réponse, ça va dépendre beaucoup du niveau de forme. Donc pour quelqu'un qui est une personne âgée, qui passe tout le temps sédentaire, qui commençait simplement à bouger un peu, à marcher un peu, ça aura déjà des adaptations. Et après, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'on pense? Et dans ces cas-là, on était en train de penser à l'intensité de façon isolée, mais l'intensité, elle viendra toujours avec un volume. Donc peut-être, il y a une intensité que si on dit, ouais, je vais faire 45 minutes à faible intensité, et si c'est 45 minutes de marche à faible intensité, ça va pas me donner des adaptations, mais si j'ai fait à la même intensité 7 heures de marche à la montagne, ça va nous donner des adaptations. Et vraiment là, la question c'est, est-ce que cette adaptation, c'est un peu est-ce qu'il y a une surcharge progressive qui va nous donner quelque chose à laquelle les corps n'est pas habitué? Et c'est ça, encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus pour, avec le temps et améliorer ça. Donc, la réponse c'est oui, il y a un minimum par définition. C'est nécessaire qu'il y ait un minimum, mais c'est très difficile à estimer et il faut aussi considérer la partie de la durée. L'autre question que je voulais te poser, qui est peut-être naïve, on a deux seuils là, quand on discute, on a deux seuils qui en plus ont l'air de se ressembler, hein, qui ont l'air de plus ou moins apparaître, comme je le disais, au même moment physiologique. C'est pas les mêmes processus, c'est pas les mêmes choses, mais on a l'impression que les deux se déclenchent, les seuils sont plus ou moins pas très loin. Est-ce qu'il y a un seuil, est-ce qu'il vaut mieux se fier à un seuil plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il vaut mieux considérer les seuils lactiques plutôt que les seuils ventilatoires? Ou l'inverse? Vraiment, là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que deux seuils. Il y a plus. Donc, par exemple, il se trouve des seuils avec l'électromyographie, donc des seuils d'activation musculaire, qui se passent à peu près en même temps aussi. Des seuils d'oxygénation musculaire aussi. Pour le deuxième seuil, il y a aussi la mesure de la puissance critique, vitesse critique, l'intensité critique. Si on prend la mesure de la cinétique de la VO2, on trouvera aussi un point qui va nous marquer les seuils dans lesquels il y a stabilité ou pas de stabilité. Donc vraiment, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas qu'un seuil. Quand on fait une mesure de laboratoire, donc à mon avis, si on fait une mesure de laboratoire et la mesure de laboratoire, elle a été bien faite, la distance entre les seuils, si on prend un ou on prend l'autre, parce que à mon avis, ce qu'ils vont montrer, c'est que il y a une chaîne de réaction qui va commencer au muscle et finalement sera vue au point de vue de la bouche et le nez et avec l'air expiré, non? Donc, il y a une chaîne de réaction qui commence, qui déclenche et après, les choses vont changer, non? Et comme les choses dans la physiologie vont changer et il y aura ce changement dans la physiologie qu'on appelle un seuil. Okay? Donc, ce qui se passe là, c'est que comme c'est le déclenchement du début du processus à la fin du processus où on les regarde, l'intensité sera assez proche que si on prend en compte la variabilité entre un jour et l'autre, la variabilité de qu'on a mesuré au laboratoire, mais après on va les faire au terrain, la variation avec la température et tout ça, c'est plus important d'avoir une mesure bonne et consistante. Donc, par exemple, si tu vas faire toujours avec le même laboratoire, même protocole, tout ça avec quelqu'un qui est, si possible, un physiologue, un médecin qui te connaît un peu, qui peut dire, ouais, comment est-ce qu'on va ajuster les protocoles en fonction de tout ça. Et après, suivre et le faire de la même façon. Parce que sinon, là, tu vas trouver finalement une différence en vélo, que c'est facile à dire, je sais pas, 15 watts de différence. Mais quand on est vraiment avec les vents, avec les montées et descentes, tout ça, et l'erreur de calibration du capteur puissance. À la fin, c'est 15 watts. C'est, ouais, si l'essai, c'est à, je sais pas,
150 ou 165, pas de souci. On fera 140, 145 et avec notre objectif d'entraînement sera 140, 145 et on est encore un peu de marge pour pas dépasser et c'est ça l'idée. Et après, quand on a la sensation de que pour être avec le même effort et on peut aller un peu plus fort, on va suivre cet effort-là et dire oui, peut-être je dépasse ma mesure de seuil il y a 3 mois, mais la mesure a été faite il y a 3 mois. J'espère que j'aurais amélioré, non? Donc, si j'ai bien compris, je résume ta réponse pour les auditeurs. Peu importe le seuil sur lequel on se base, il y a déjà plus que 2 seuils ventilatoires et lactiques dont on entend tout le temps parler, il y en a beaucoup plus. Peu importe sur lequel on se base, du moment qu'on s'intéresse un peu au même, dans les mêmes conditions et de manière consistante à travers le temps. Donc, par exemple, c'est le ventilatoire tout le temps, par exemple, dans un laboratoire et dans les conditions les plus proches possibles. Voilà. Exactement, c'est ça. Et bah, du coup, ça m'amène naturellement à une autre question que je voulais te poser concernant la partie que j'ai expliquée juste avant sur le talk test. On va dire que nous, on est des individus, par exemple, il y a plein de seuils, comme tu le dis, et sur le terrain, moi je suis coureur en trail, par exemple, des auditeurs font de la course à pied, c'est difficile d'avoir un truc de lactatémie ou de ventilation sur moi quand je cours en trail. Le talk test, il propose en gros de diviser en 3 zones. La zone où je peux parler plusieurs phrases d'affilée en aisance, la zone où je peux prononcer une phrase et après je dois forcément respirer, et la zone où je peux prononcer que quelques mots. Est-ce que ça, c'est pour toi un indicateur intéressant, fiable, plus ou moins fiable en tout cas sur le terrain du travail en zone 1, 2 et 3, par exemple, quand on divise en 3 zones, ou est-ce que c'est pas quelque chose auquel on peut se fier? Oui, ce qui se passe là, c'est que, donc ma question c'est oui, mais je vais parler un peu plus. Donc, la question là, c'est que, par exemple, pour moi, et parfois, j'ai demandé si j'aurais un sportif français pour la zone 1. Tu as dit, je peux prononcer quelques phrases, non? Peut-être je dirais, est-ce que tu peux chanter la Marseillaise? Okay. Non? Donc, exact. Donc, et c'est pas la même chose. Changer avec les rythmes et tout ça avec plus de pauses que simplement parler, non? Et peut-être, si on va diviser, si on prend un modèle de 5 sons, et on dirait la son 1, tu peux chanter, la son 2, tu peux maintenir une conversation, mais tu peux pas chanter déjà. Non, parce que tu as dit, la gradation là, c'est, tu peux avoir une conversation, tu peux dire une des phrases, tu peux dire 2-3 mots, non? Mais vraiment, il y a des choses entre l'une et l'autre. C'est la même chose. Il n'y a pas un seuil qui va nous faire dépasser ça, simplement. Non, il faut trouver ça. Il faut individualiser. Je pense que c'est un très bon point pour commencer. Et là, à mon avis, ce qu'il faut faire, il y a la même idée. Et pour moi, il y a beaucoup de fois, quand j'ai fait la prescription de l'entraînement, j'ai fait avec les RPE, la perception de l'effort. Quand on parle de perception de l'effort, normalement, on donne un numéro, soit entre 6 et 20, ou soit entre 1 et 10. OK? Mais pour moi, c'est très important d'éviter de réduire pour les sportifs. Ça, c'est la façon de donner les numéros parce qu'il faut dire quelque chose. Mais c'est très important d'éviter de réduire simplement un numéro. Parce que ce que je veux, c'est que les sportifs arrivent à comprendre quelle est la sensation globale de ça. Quelle est la sensation de sa respiration, la sensation de sa capacité, son habilité à parler, la sensation de sa musculaire, la sensation de coordination quand même, parce que parfois, on se sent que quand on est à haute intensité, on coordine un peu pire. Donc, intégrer toutes ces sensations et à la fin, on donne un numéro là, non? Donc, ça serait un peu la même chose. Et il y a les talk tests que c'est un très bon point pour commencer, un très bon point pour faire ah oui, est-ce que je suis en train de dépasser? Mon idée, c'était faire son 1, mais il y a la montée qui est arrivée, non? Et il y a la montée qui est arrivée, j'ai la petite phrase, les petits poèmes, la petite chose assez longue que je me dis, non, et est-ce que je suis capable de la dire sans arrêter? Non, si je suis capable, je suis bien. Si j'ai dépassé, non, il faut que je descende un peu l'intensité. Mais parce qu'on a ça. En même temps, on a la fréquence cardiaque. À la fin, avec donc cette idée, donc, par exemple, avec la fréquence cardiaque, on a la sensation, on va matcher, on va calibrer la sensation avec la fréquence cardiaque. Après, on va s'habituer à qu'une fréquence cardiaque, c'est l'équivalent à une sensation. À la fin, on n'a pas besoin de regarder la fréquence cardiaque. Peut-être on enregistre pour voir après l'analyse. Non, mais on n'a pas vraiment besoin d'avoir d'être en train de regarder la montre tout le temps parce que on a déjà calibré notre sensation à ça. Donc, c'est cette idée en général de que c'est important de calibrer la sensation. Les talk tests, il est un très bon système pour commencer. Mais après, parce qu'il y a une chose là, c'est que on peut aussi s'entraîner à parler, par exemple. Ou on peut s'entraîner il y a cette idée de la respiration nasale, par exemple.
Donc, il y a quelques, non, pour se maintenir en zone 1, il faut maintenir la respiration nasale. Si on continue à faire ça, il y a beaucoup de monde qui arrive et peut se mettre à moitié de la zone 2, là, et continuer parce qu'on s'entraîne. On s'entraîne, et comme on s'entraîne, on améliore notre capacité de faire ça, même si c'est pas exactement l'adaptation qu'on veut avoir, non? Donc là aussi, je vais résumer ta réponse qui est très claire pour moi. En gros, ton conseil, c'est un ensemble d'indicateurs peuvent donner les indices, même si on n'a pas forcément d'outils sur le terrain. On peut par exemple se fier à notre capacité à parler. Et là, si on voit que d'un seul coup, on n'y arrive plus trop et on entend notre respiration qui est plus forte, on peut par exemple jeter un œil à la montre et on voit que la fréquence cardiaque est augmentée. Et on voit qu'en plus, en perception d'effort, on se dit, tiens, là, en fait, j'ai l'impression que je suis à 12, 13, 14. Ah, bah tout ça, c'est un faisceau d'indices qui me fait dire, mince, je suis peut-être un peu trop haut, il faudrait peut-être que je redescende. Mais un seul indicateur, c'est pas forcément le mieux, il faut apprendre à mettre en commun tous ces indicateurs. C'est un peu ça Oui. que tu nous as mis en avant, je pense. Exactement. Mais quand même, pour commencer, les talk tests, c'est une façon très simple, très efficace pour dire à les sportifs, OK, fais 1 D 3, et si on est dans les 1 D ou 3, c'est très bien, surtout pour les sportifs assez nouveaux qui n'ont pas 3D besoin de trouver la différence entre 5% d'intensité de plus ou moins, non? Mais bon, si on est comme ça, c'est général, 1 D 3 avec les talk tests, je pense que c'est génial, oui. Eh ben, merci beaucoup pour ces réponses. Je me permets une dernière question qui n'est pas forcément directement en rapport avec les seuils lactiques et ventilatoires, mais c'est plutôt en rapport avec les épisodes que j'ai fait sur l'entraînement polarisé. Dans l'entraînement polarisé, on entend souvent dire que la zone 2, donc qui est délimitée par les seuils ventilatoires 1 et 2, celle qui se situe entre les deux seuils ventilatoires et les deux seuils lactiques, que cette zone-là est à éviter. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'elle est à éviter? Est-ce qu'il faut bien quantifier son temps passé dedans et elle est en fait très intéressante à travailler? J'aurais bien voulu avoir un peu tes commentaires là-dessus. Je pense là qu'un des gros problèmes avec ça, c'est que les scientifiques, on découvre un phénomène, on lui donne un nom, et c'est un peu, c'était pas génial que les noms qu'ils ont choisis étaient polarisés, parce que l'idée de polariser nous donne cette idée de que on doit travailler aux deux extrêmes, non, et éviter l'extrême du milieu. Vraiment, je pense que, et même si on parle, si on écoute, on va lire à Stephen Sider dans ce moment-là, l'idée est beaucoup plus claire, et que c'est la chose qui est importante d'éviter, c'est que les entraînements de zone 1 dépassent et se mettent dans la zone 2. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entraîner la zone 2. C'est vraiment ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a deux types d'entraînement qu'il faut polariser. C'est l'entraînement facile et l'entraînement difficile, non? Et il y a ces deux choses, et une séance d'entraînement devait être polarisée du point de vue qu'elle devait être soit facile, soit difficile. Mais il faut éviter que la séance facile commence à monter l'intensité, et ça devient la... Bon, je pense que le lieu mauvais pour être là, c'est la partie basse de la zone 2. Parce que si on fait l'entraînement de zone 2, mais à la partie élevée, proche au deuxième seuil, avec l'idée de augmenter, donc ça serait par exemple pour presque tout le monde qui est pas élite, et faire des entraînements à une allure de semi-marathon. Ça, c'est un très bon entraînement. Un très bon entraînement pour avoir quelques adaptations. Non, ça, c'est un très bon entraînement. Il faut pas éviter ce type d'entraînement. Mais le problème, c'est quand on va partir à faire 1 heure tranquille ou 1 heure et demie tranquille, mais quand on commence, on voit quelqu'un, on doit, ouais, il y a une personne là, et on va accélérer un peu, et après, il y a ce problème que l'entraînement de faible intensité dépasse là, et on va passer ce que j'ai dit avant. On est 10% sur les premières séries. Pourquoi? Pour avoir fait, après ça, on peut dire 10% plus de vitesse pour avoir 40% plus de fatigue. Non? Bon, et on peut pas bien récupérer de tout ça, donc c'est ça les problèmes. Et que par rapport, et ça, si on fait ça, on veut un 10% moins de vitesse, mais on va finir avec un 40% moins. Et quand même, si on veut, peut-être, c'est bien faire un 10% plus de durée pour avoir fait la même quantité de travail. On peut encore faire la même quantité de travail avec moins de fatigue si on reste au-dessus de cette première série. Donc, je pense que le problème, c'est vraiment ça. C'est pas le problème si on pousse le travail dans la zone 2. Peut-être les marathoniens, les semi-marathoniens, les coureurs de 10 km, kilomètres vertical, peut-être ils sont très intéressants, très importants à travailler. Mais ça, pour décider, aujourd'hui, je travaille zone 2. Non, aujourd'hui, je vais faire mon
mon petit tour tranquille et à la fin, je fais la moitié en zone 2. C'est ça le problème, à mon avis. Frédéric, je te pose la dernière question de cet épisode, promis. Pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais résumer qu'est-ce que sont les adaptations physiologiques dominantes quand on travaille en zone 1, dominantes quand on travaille en zone 2 et dominantes quand on travaille en zone 3? Et donc, tu as très bien fait pour dire l'idée des dominantes parce que tout ce type d'entraînement, c'est l'entraînement aérobie et il y aura beaucoup de choses qui vont se travailler dans tous les types de séances. Donc, par exemple, si on commence avec la zone 1, il y aura beaucoup d'améliorations, des adaptations au niveau d'adaptation aérobie au niveau musculaire. Donc, par exemple, il y a des travails d'aérobie qui font les enzymes aérobie et les enzymes qui sont impliqués dans le processus aérobie. Donc, par exemple, l'utilisation des lipides et l'augmentation de la quantité des mitochondries. Après, quand on y va à l'autre extrême, parce que c'est plus facile là, si on va à la zone 3, il y aura à la zone 3, on est plus proche à la fréquence cardiaque maximale. Plus proche à la fréquence cardiaque maximale, ça veut dire que presque pour tout le monde, on sera avec des volumes cardiaques, du volume d'éjection systolique plus élevé. Ça va faire que le cœur, il aura plus de stretch, d'étirement, non? Okay. Et il va s'étirer, il va retourner avec plus de force. Donc, ça nous donnera cette augmentation du tamanc, de la taille du ventricule. Donc, ça de ce côté-là. Et après, dans les muscles, il y aura plus d'adaptations de l'augmentation de l'efficience des mitochondries et de l'augmentation aussi en fonction de l'intensité qu'on met dans la zone 3. Si on est à une intensité très élevée, des enzymes anaérobies aussi, donc qui participent dans tous les processus anaérobies là. Par exemple, après, il y a des questions que classiquement, on avait dit que la capillarisation était plus augmentée avec la zone 1, mais il y a aussi des études récentes qui montrent qu'il y a aussi une augmentation de la capillarisation à la zone 3. Donc ça, c'est une partie de la science, de la littérature scientifique, qui est encore en train d'être très développée. Et il y a des choses qui étaient comme les cas de la capillarisation, non? On pensait une chose, mais on voit qu'il y a plus de techniques d'entraînement qui vont améliorer les différentes parties. Et dans la zone 2, on dirait dans la zone 2, surtout dans cette partie élevée de la zone 2, je pense que là, l'idée principale, c'est qu'on est en train de générer, et c'est pas vraiment les lactates, non, mais on va générer beaucoup de lactates, mais en même temps, on est encore stable du point de vue lactate, donc on va utiliser beaucoup de lactates. Simplement, ce qui se passe là, c'est que le système aérobie, le système de production d'énergie aérobie, la filière aérobie, elle est en train de travailler à très haute intensité pendant beaucoup de temps, parce qu'on peut encore maintenir cette intensité pendant beaucoup de temps. C'est pas comme si on fait les entraînements de VMA, qu'à VMA, peut-être on peut faire 7 minutes en continu, mais un entraînement qu'on peut maintenir pendant semi-marathon, non? À l'heure de semi-marathon, on dirait 1h30. Donc, on peut faire beaucoup de travail à ces intensités, et ça sera simplement beaucoup des adaptations qui seront les mêmes, mais on pourra faire simplement beaucoup plus de temps et comme ça, donner plus de charges pour s'adapter. Donc, par exemple, cette adaptation typique-là serait l'augmentation du seuil et ça serait l'augmentation du deuxième seuil parce que ce qu'on a fait, c'était améliorer les processus enzymatiques des adaptations aérobies. C'est super clair comme réponse. Je te remercie énormément. J'ai pas d'autres questions à te poser. Je te remercie encore une fois pour ton temps. Je mettrai dans la description de cet épisode tous les liens où on peut retrouver tes travaux, te suivre. Je sais pas si tu as Instagram, X ou peu importe. Je te demanderai les liens et je les mettrai en description de cet épisode. Et à très bientôt, peut-être pour un autre épisode. Merci, à bientôt. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce que sont ces seuils lactiques et ces seuils ventilatoires. J'espère aussi que maintenant vous avez en tête comment les mesurer et comment les utiliser dans votre pratique. Comme je le dis à chaque épisode, un des moyens que vous avez de soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer du contenu de qualité, c'est d'aimer cette vidéo, de la commenter, de la partager autour de vous et de vous abonner pour être sûr de ne rater aucune de mes publications. Je vous invite également à vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez ce Scientific Day version écrite avec différents schémas et toutes les études scientifiques auxquelles j'ai fait référence. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses différents réseaux comme Instagram et le podcast qui est disponible désormais sur toutes les plateformes d'écoute.
Enfin, je vous rappelle que je propose différentes offres de coaching et d'accompagnement sportif. N'hésitez pas à jeter un œil dans la rubrique Coaching Trail sur le site couremieux.fr et à me contacter, je me ferai un plaisir de travailler avec vous vers l'atteinte de vos objectifs. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Scientific Day.